Retour sur notre plateau ici en live des Olympiades des métiers à Bordeaux-Lac. Deuxième émission de cette journée. Je vous le rappelle, on est là ensemble pendant 3 jours pour vous faire vivre les Olympiades des métiers. Mais, vous allez très vite le voir. Je suis toute seule. J'allais vous dire je ne suis pas toute seule, mais si, je suis toute seule parce que l'émission ne va pas se passer ici. On va retrouver Théo qui est avec Julie et Céline avec une conférence autour d'une conférence pour la préservation de l'environnement, les métiers pour la préservation de l'environnement. C'est tout de suite. Regardez. C'est un beau moment qu'on va passer ensemble. On va passer à peu près 45 minutes ensemble. Et si vous avez des questions, je vous invite à les noter parce qu'on va échanger ensemble pendant à peu près une demi-heure. Et ensuite, on vous donnera la parole. Si vous avez des questions sur les métiers que l'on va présenter ou sur les parcours qu'il faut faire pour atteindre ces métiers-là, vous aurez la parole pendant une quinzaine de minutes. J'ai envie de commencer. Donc, on va parler des métiers pour préserver l'environnement. J'ai envie de commencer avec toi. Louise, tu travailles à l'ONICEP de Poitiers, tu es responsable de l'accompagnement pédagogique. Est-ce que tu peux nous parler on parle d'environnement, mais qu'est-ce qu'on entend derrière environnement? C'est un mot et il y a peut-être beaucoup de choses derrière ça. Oui, alors en effet, les métiers de l'environnement, je pense que c'est un métier, un espace, tout un champ d'activités, de métiers, de passions, qui est vraiment propre à motiver les nouvelles générations. Donc les collégiennes et les collégiens d'aujourd'hui, vous devez être concernés par ce secteur probablement. Et puis aussi les jeunes adultes, les adultes qui sont en recherche de nouveaux parcours. Vous avez sûrement entendu parler de transition écologique. Alors cet été, vous aviez sous les yeux dans l'actualité des choses pas très cool, les incendies, la canicule, la sécheresse, les inondations. Bon, ça c'est le côté qui peut être inquiétant de l'environnement, mais en contrepartie, c'est aussi un secteur qui doit vous permettre de trouver le moyen de motiver votre parcours, de trouver des motifs d'engagement, de chercher des choses qui vont vous dynamiser dans votre recherche de parcours, de projets professionnels et de projets personnels. Donc, les métiers de l'environnement, donc on l'a dit, sont les métiers de la transition écologique. C'est lutter contre les pollutions, c'est préserver les ressources naturelles, que ce soit l'eau, l'air, la biodiversité. C'est aussi s'engager pour faire changer les habitudes des entreprises et puis aussi de tous les citoyens. C'est aussi innover, inventer, chercher des nouvelles solutions. Et vous allez voir avec les témoignages qui sont ici, vous allez trouver des choses très variées et très différentes et qui peuvent être très motivantes pour chercher votre voie et aussi pour exercer votre curiosité pour découvrir tous ces métiers et puis d'autres dont on ne va pas forcément parler ce matin. Voilà. Oui, parce qu'on va présenter, on a 3 ambassadeurs métiers avec nous, on va présenter. Déjà, j'ai une première question quand même pour vous dans la salle. Est-ce que il y en a qui savent déjà ce qu'ils veulent faire plus tard? Je vous laisse lever la main, ceux qui savent. Très bien. Oh, c'est déjà pas mal, c'est bravo. Alors moi, pour rassurer ou pas, je vais bientôt avoir 30 ans, j'ai su à 3 ans ce que je voulais faire dans la vie. Donc, je sais pas si ça rassure, mais en tout cas, sachez que vous avez encore un petit peu de temps avant de savoir exactement ce que vous voulez faire. Je vais commencer avec toi, Guillaume. Je te laisse récupérer le micro. Rebonjour, Guillaume. Merci d'être avec nous. Guillaume, tu es gérant d'entreprise qui fait du traitement écologique de l'eau. Je te posais une première question. Tu savais ce que tu voulais faire à leur âge, quand tu étais au collège? Quand j'étais tout petit, je voulais faire boulanger-pâtissier. Ok, alors il y en a qui sont pas très loin là-bas, parce que je rappelle, on est au parc des expositions et il y a 70 métiers représentés. Donc tu aurais pu être là-bas pour le coup. C'est pas exactement la voie que tu as choisie. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Voilà, au moment du collège, j'y sais quel choix tu as pu faire et comment tu as fait ces choix. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je ne sais pas au collège si vous voyez le fond de la classe, le radiateur, c'était moi qui étais appuyé contre le cancre, celui qui foutait le bazar. J'étais le dernier de la classe avec mon meilleur ami. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fini ma 3e, bien sûr, je n'ai pas eu le brevet des collèges. Ça ne m'a pas empêché derrière ça de partir en apprentissage. Et là, j'ai découvert un métier. J'ai découvert que de mes mains, je pouvais faire quelque chose. J'ai vraiment reconnu
ma capacité en fait, parce qu'on a tous des super capacités en nous. Et grâce à la partie manuelle que je connaissais pas de moi, je me suis épanoui. Et de dernier de la classe, je suis arrivé premier de la classe en CAP. C'est pas un gros niveau, mais pour moi c'était déjà extraordinaire. Et de fil en aiguille, j'ai fait un CAP de plombier, un CAP de mécanique parc et jardin. Et après, je me suis mis en action, parce qu'il n'y a que l'action qui fonctionne. Action égale résultat, pas d'action, pas de résultat. Donc moi, je vous invite à aller essayer des métiers, même gratuitement, pour aller acquérir des connaissances, des petits stages en entreprise, pour découvrir des métiers, parce que c'est très important. Il existe, comme vous le voyez ici, plein de métiers. Et ça va peut-être vous aiguiller, vous permettre de, comme moi, partir de rien et arriver aujourd'hui chef d'entreprise avec des salariés, une reconnaissance et voilà, c'est super. C'est ça qui est intéressant et merci de partager tout ça. C'est, tu l'as dit, tu as raté ton brevet des collèges pour le coup. Et c'est de faire parfois baisser un petit peu la pression. Parce qu'on peut en recevoir beaucoup quand on est au collège et quand on est lycéen. Pression de l'éducation, pression des parents, pression des personnes qui nous entourent. Mais c'est de dire aussi, parfois, il y en a qui ont redoublé. Redoublé, c'est une chance aussi. Là, raté, ça apporte quelque chose derrière. Donc merci de partager tout ça. Et c'est, voilà, le message qu'on peut faire passer aussi, c'est, vous avez le temps aussi de trouver ce qui va vous convenir. Et on le verra plus tard, c'est que vous pouvez aussi changer de route en cours. Et il y en a qui le font de plus en plus, c'est que c'est faisable. Je vais continuer. Tu peux nous parler un petit peu des premières entreprises dans lesquelles tu as travaillé et comment tu as découvert ces univers-là. Tu parlais de plomberie. Comment t'en es arrivé à ça, en fait? Parce que c'est là aussi intéressant, et on va le dire, on va se répéter plusieurs fois peut-être, c'est d'aller à la rencontre des métiers qui nous intéressent. Comment toi, tu as pu découvrir ce métier et ce par la suite que tu as fait? Donc comment je suis arrivé là aujourd'hui, gérant d'une entreprise dans le traitement de l'eau. J'ai eu une première entreprise à l'âge de 20 ans, parce que je suis un entrepreneur dans l'âme, donc je suis dans la motoculture. Donc j'ai vu que je travaillais beaucoup. Je n'avais pas forcément de gros revenus. Et donc j'ai fait 4 ans. J'ai arrêté mon entreprise. Je suis parti sur la route en tant que représentant. Et là, je suis parti à la rencontre de plein de chefs d'entreprise sur plusieurs départements, tout le sud-ouest de la France. Ce qui m'a permis de rencontrer plein d'entrepreneurs et le milieu de l'entreprise. Et là, je me suis rendu compte qu'il me manquait beaucoup de connaissances quand j'avais fait mon entreprise. Et c'est pour ça que toutes ces rencontres dans la vie, chaque personne que vous rencontrez à n'importe quel moment peut vous apporter quelque chose. Et il faut en garder le fruit, le faire mûrir, le mûrir, pardon. Et puis après le récolter. Et puis vous verrez... Et donc, je suis parti sur la route, VRP. Donc, VRP, c'est sans salaire fixe, qu'à la commission, avec mon véhicule. Donc, c'était vraiment déjà le métier d'entrepreneur. Et comme ça se passait pas forcément très bien avec ma direction, j'ai décidé de reprendre une entreprise. Et il n'y a pas de hasard. J'ai rencontré Jean-Luc, qui est parti à la retraite, qui voulait vendre son entreprise. Et là, il m'a parlé de ce qu'il faisait. Il m'a dit, nous, on fait du traitement de l'eau. Mais qu'est-ce que vous faites exactement? En fait, on la rend potable, assimilable par l'organisme, on la réinforme, on la restructure. Et moi, tout de suite, parce que je suis passionné de bien-être, et tout de suite, ça m'a parlé. Il y a une belle synergie, une belle connexion qui s'est faite. Et toutes les portes se sont ouvertes parce que j'ai mis les moyens, j'ai mis du temps, de l'amour et de l'énergie à faire tout ça. Et même on n'a pas besoin de moyens financiers, on n'a pas besoin de... Voilà, du moment qu'on veut quelque chose, on peut l'avoir. Il suffit juste d'y croire et de se mettre en action. C'est ça qui est intéressant. Et tu l'as dit, on n'est pas forcément. On peut commencer dans l'entrepreneuriat ou autre et dans la vie pour celles et ceux qui nous écoutent. Tu as juste un petit détour par l'immobilier. Je trouve ça intéressant d'en parler. C'est que tu as acheté des appartements avec zéro apport. Voilà, tout à fait. L'immobilier, tout le monde croit qu'il faut avoir des fortunes pour pouvoir faire de l'immobilier. Mais moi, j'ai fait une formation que j'ai économisée. J'ai fait une formation qui m'a coûté un peu plus de 1 000 €. Et derrière ça, je me suis mis en action avec ces informations et j'ai acheté une douzaine d'appartements en 1 an sans aucun apport financier. Donc, tout est possible, tout est réalisable. Il suffit
d'y aller, de se mettre en action Voilà, comme tu l'as dit. c'est ça. Tu nous as parlé de traitement de l'eau. Oui. Qu'est-ce qu'on entend derrière le traitement de l'eau? Parce que on en boit normalement tous les jours, parfois de l'eau du robinet, parfois de l'eau en bouteille, de plus en plus dans des gourdes. Tu peux nous raconter comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il y a derrière quand on parle de traitement de l'eau? D'où elle vient et quel est son cheminement? Voilà, traitement de l'eau, les analyses d'eau, de l'eau du réseau sont faites au château d'eau, donc elle est super potable. Mais malheureusement, elle traverse des pompes, des tuyaux, des kilomètres de tuyaux, il y a des fuites, il y a des raccords qui se dégradent, il y a beaucoup de choses. Donc arrivé à l'habitation de la personne, l'eau est détériorée. Et nous, en fait, notre travail, ça va être de rattraper cette difficulté en dépolluant l'eau, en la redynamisant, et on va créer l'eau de boisson et l'eau de cuisson. Parce que l'être humain étant hétérotrophe, il est incapable d'assimiler les minéraux qu'il y a dans l'eau. Donc, il n'y a que les plantes qui sont autotrophes, je vous invite à chercher ce que ça veut dire, et qui peuvent assimiler les minéraux. Donc, pour se reminéraliser, il faut manger du végétal cru. Et nous, en fait, on va faire l'eau la plus pure possible. Et point de vue écologique, on va éviter surtout les bouteilles en plastique, qui sont aujourd'hui des très gros polluants. Et donc, voilà. Au-delà, parce qu'au-delà, pour le coup, tu parles de plastique, au-delà de la bouteille en elle-même, c'est le contact de l'eau avec le plastique, justement, si je ne m'abuse. Que tu peux juste nous expliquer un petit peu comment ce contact, qu'est-ce qui se passe exactement? Voilà, les meilleurs contenants pour l'eau, c'est le verre et la céramique. Et le problème du plastique, il y a toujours de l'osmose naturelle dans l'univers. Donc l'air chaud cherche à rentrer dans l'air frais, l'eau cherche à sortir de la bouteille et le plastique à rentrer dans l'eau. Donc on trouve malheureusement des molécules de plastique dans l'eau en bouteille. Donc, alors que le verre, lui, ne crée pas d'osmose, la céramique non plus. Et c'est pour ça que c'est important de boire soit dans des gourdes en verre ou en céramique et pas de l'eau en bouteille. Et peut-être nous dire, parce que donc aujourd'hui tu gères une entreprise, donc tu as un rôle de manager, est-ce que tu peux peut-être nous donner quelques métiers qui existent dans le secteur du traitement de l'eau? Parce que pour le coup j'imagine qu'il y a une strate de métiers assez importante. Voilà, mais dans le traitement de l'eau justement, la conscience de l'eau, on est pédagogue, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour essayer de parler un peu de ce métier-là, parce que moi je trouve qu'on n'est pas suffisamment informé sur l'eau, parce qu'on est composé à 70% d'eau. Dans une seule cellule du corps humain, il y a 22 milliards de molécules d'eau. Voilà, donc c'est quand même pas rien. Nous sommes de l'eau et elle est très importante. Et c'est pour ça que ce métier-là va être un métier d'avenir, parce que malheureusement, on pollue de moins en moins la planète, hein, on est bien conscient de ça. Et on retrouve des perturbateurs endocriniens à 2 km sous terre. Donc, il est important de traiter l'eau, de la filtrer, de la réinformer, de la restructurer. Et les métiers liés à ça, ça va être les métiers d'assainissement pour justement éviter la surpollution des sols. Les métiers du traitement de l'eau comme mon entreprise, les plombiers qui devraient avoir un peu plus d'informations au niveau du traitement de l'eau. Et voilà, certainement plein d'autres. Mais... Donc il y a une multitude de métiers avec une multitude de formations. Aujourd'hui, il y a combien de personnes dans ton entreprise? On est 5. Vous êtes 5. Ok, et ça se passe bien. Oui. Et donc là, tu travailles uniquement sur le sud-ouest? Voilà, nous on est basé en Dordogne et on travaille sur tout le sud-ouest. Ok, parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je reviendrai tout à l'heure te poser quelques questions. Je te laisse passer le micro à Louis ou prendre celui qui est devant toi. Bonjour Louis, rebonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce qu'à leur âge, tu savais ce que tu voulais faire? Je savais pas vraiment quel métier je voulais faire, mais je me disais quand même que j'aimerais bien faire un métier qui a un impact positif sur l'environnement, sur le développement durable, faire quelque chose qui était en accord avec mes valeurs, quoi. Ok, et comment s'est déroulé ton cheminement, collège, lycée, ta réflexion sur le métier, ce que tu allais faire un peu après? Est-ce que tu avais déjà en tête ce qui allait se passer dans les années qui suivaient? C'est vrai que j'étais attiré par tout ce qui était énergie renouvelable, développement durable, et j'ai fait le cheminement qui me fermait le moins de portes, étant donné que je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc j'ai fait un bac S, je sais pas, ça existe encore, ouais. Et ça n'existe, je vois que non. Et j'ai fait une école d'ingénieur, et donc au cours de mon école d'ingénieur, on m'a proposé un master en énergie renouvelable. Je me suis dit bah top, c'est ça que je veux faire.
Donc je suis parti faire ça sans vraiment savoir vers quel métier ça me destinait, mais en me disant je serais content d'apprendre là-dessus. Ouais, complètement. Alors d'ailleurs, je vais vous poser une question en levant la main. Qui aimerait, parce que vous êtes ici, mais vous êtes par classe, qui aimerait travailler dans des métiers de l'environnement dans les années qui viennent? Je vous laisse lever la main. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Une personne? Il n'y a qu'une personne, deux personnes qui veulent travailler dans l'environnement? Ok, très bien. J'espère qu'à la fin de la conférence, il y aura tout le monde qui va pouvoir lever la main. Et donc, tu as fait une école d'ingénieur. Et pendant tes études, donc tu fais un double diplôme en énergie renouvelable. Pour le coup, tu pars à l'étranger. Je pars à l'étranger. C'était aussi une volonté dans le cadre des études. Je trouve que c'est une belle opportunité de partir 1 an, 6 mois, 1 an, 2 ans à l'étranger. Ça permet de découvrir un nouveau pays, de se sortir un peu de son confort et puis d'aborder la vie à l'étranger dans un autre cadre. C'est intéressant. Ouais. T'es resté combien de temps? Alors, tu étais à Montréal, au Canada. Je suis parti 2 ans à Montréal, ouais. 2 ans. Et c'est l'Amérique du Nord, c'était sympa. C'était la première fois que je partais aussi longtemps tout seul. Et c'est une bonne expérience. J'en suis ressorti vraiment vachement plus confiant de ce que tu peux faire et tout. Finalement, il suffit d'y aller et ça se passe bien, quoi. Et alors, qu'est-ce que tu as apporté, bon, au-delà de, j'imagine, humainement et personnellement, mais professionnellement, est-ce qu'ils sont plus en avance que nous sur les métiers de l'environnement, En fait, effectivement, je voulais travailler dans les énergies renouvelables et je commençais à me dessiner là-dedans dans mon école d'ingénieur. Et quand je regardais les spécialités énergies renouvelables en France, j'en avais pas trop trouvé. Et c'est ce double diplôme là à Montréal que j'ai vu en premier et je me suis dit s'il faut partir à l'étranger, allons-y, ça fera qu'une pierre deux coups, quoi. Okay. Je crois que maintenant il y a beaucoup plus de masters en énergie renouvelable, de trucs. Il y a des études dédiées maintenant en France qui existent. Ça s'est vachement développé. Parfait. Et quand tu fais un stage de fin d'études pour le coup par ici à Bordeaux, ouais, en tant que chef de projet de centrale solaire photovoltaïque. Qu'est-ce que c'est? Exactement. Alors, je développe des projets de centrales solaires photovoltaïques. C'est des grands champs de panneaux solaires que vous pouvez voir parfois au bord de la route, de la taille de plusieurs terrains de football. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça. Vous levez la main pour voir, comme ça nous on a les... Parfait, merci. Quelques personnes. Ces projets-là, ils mettent à peu près 4 à 6 ans à se construire. Entre le moment où on trouve le terrain et on se dit... ce serait bien de faire un projet là. Il y a toutes sortes d'études qui doivent être menées pour obtenir des autorisations administratives, pour obtenir des autorisations techniques, afin de commencer la construction et raccorder le projet. Et en fait, durant ces 4 ans, il faut bien que quelqu'un suive l'avancée du projet et c'est le rôle du chef de projet photovoltaïque. Je te laisse au cas où bien coller ton micro sur le menton, merci. Parce qu'on est là où on est, vous l'entendez vous ici et celles et ceux qui nous entendent sur la web TV. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit autour. C'est bien dynamique avec les 70 métiers. Forcément, ça fait un petit peu de bruit autour de nous. Est-ce que tu peux nous dire comment est constitué un projet et non, avant ça, je vais te demander photovoltaïque, solaire, comment ça fonctionne exactement? C'est-à-dire qu'on voit ces panneaux qui sont installés, mais donc c'est quoi? C'est vraiment que du soleil? Et s'il n'y a pas de soleil, ça fonctionne pas? Alors, ça fonctionne pas directement avec les rayons du soleil, mais surtout avec la lumière. En fait, le panneau solaire vient capter la lumière, les photons, l'onde lumineuse qui est du coup envoyée par le soleil, et ça convertit ça en un courant électrique. Donc en fait, quand on met plein de panneaux à côté, le courant est de plus en plus fort et ça crée une puissance électrique qu'on va nous injecter sur le réseau pour que ça soit consommé autour dans les maisons environnantes. Donc ça marche aussi quand il y a des nuages, un petit peu moins puisqu'il y a un petit peu moins de lumière. Ça marche mieux dans le sud que dans le nord de la France, mais ça vaut le coup quand même dans le nord de la France. 2 jours dans l'année. Ouais, voilà. Ou toutes les 10 minutes en Bretagne. Et donc ça marche pas la nuit effectivement parce qu'il y a quand même moins de lumière.
Ouais, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que parfois il fait, et comme un peu aujourd'hui, au final, le ciel est plutôt blanc, on n'a pas un soleil direct, mais il y a une grosse luminosité quand on sort. Donc là, ça fonctionne. Et donc là, on a une bonne production photovoltaïque. Ouais. Alors sur toi, ton métier, donc là, on a compris ce qu'était le photovoltaïque. Comment le projet se met en place? Tu dis 4 à 6 ans, mais c'est une volonté de qui? Parce que vous êtes en échange avec des élus, avec des mairies, avec. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment tout le processus de création, comme ça on comprend bien ton métier? Ouais, exactement. Alors, on met autant de temps parce que il y a beaucoup de concertations, d'études à mener. On voit souvent les projets quand on les construit. Et en fait, en amont, il y a eu beaucoup d'étapes pour arriver à la construction du projet. En fait, quand on trouve un terrain, la première étape, c'est de faire des études environnementales qui vont durer 1 an. Donc, c'est un bureau d'études spécialisé qui vient faire des relevés faune-flore, habitat naturel. Et donc, ils viennent recenser le nombre d'oiseaux, le nombre de papillons qui passent sur le site. Et ils recensent les espèces protégées ou moins protégées, donc des espèces plus rares, en état de conservation. Et en fait, à partir de cet état des lieux du terrain, nous, on va pouvoir positionner la centrale photovoltaïque aux endroits où il y a le moins d'enjeux, il y a le moins d'habitat. Toutes les espaces qui vont être protégés, les zones humides, les zones naturelles vont être conservées et écartées du projet. Donc ça, déjà, il nous faut 1 an d'études environnementales pour avoir un bon état des lieux du projet. Et puis après, nous, on va faire notre plan de masse. Donc on va positionner les panneaux sur le terrain qu'on va vouloir conserver pour le projet. Et puis, en parallèle de ça, mon job, c'est aussi d'aller voir les mairies, les communautés de communes, donc les élus du territoire, les associations locales, et puis faire beaucoup de concertations autour du projet, expliquer pourquoi on va faire ça là et pas ailleurs, pourquoi... parfois, les gens ont beaucoup de questions et ils connaissent pas bien. En même temps, c'est un métier assez... Ça fait combien de temps que ça existe à peu près En France, ça fait, aussi développé, parce que pour le coup, on arrive à en voir quand on prend le train parfois. En France, ça fait 15 ans. On a commencé en 2007-2008 à installer vraiment beaucoup de projets. Ensuite, il y a eu un trou après 2010. On n'en a plus trop installé parce que politiquement, le cadre réglementaire avait évolué. Et ça reprend depuis 2017, on va dire 2015-2017. Il y a pas mal de projets. Oui, on t'écoute. Oui, moi j'avais une question. Est-ce qu'on peut combiner ces champs de panneaux photovoltaïques avec d'autres activités? Parce qu'en ville, on peut avoir des parkings dessous, on peut avoir la campagne d'écran. Le parc des expositions, il y a une grande couverture photovoltaïque sur le parking. Je ne sais pas si vous avez pu voir en arrivant. Donc c'est le genre de projet que je suis amené à mener. Mais effectivement, l'enjeu du photovoltaïque en France, c'est l'occupation de l'espace parce que ça prend énormément de place. Et donc, on va essayer de concilier ou d'occuper du foncier qui est pas très intéressant. Donc, typiquement, les parkings, c'est un super exemple. Et dans la campagne, est-ce qu'on peut par exemple élever des moutons dessous? Exactement. Parce que ça fait de l'ombre aussi. Alors en période de canicule, c'est pas plus mal. On occupe beaucoup les friches industrielles et depuis quelques années, on s'intéresse énormément aux fonciers agricoles puisqu'on se rend compte que les agriculteurs n'exploitent pas forcément toute leur surface. Il y a beaucoup de jachères, de prairies. Et on peut rendre compatible le photovoltaïque avec une prairie d'élevage sous les panneaux. Et donc on travaille de plus en plus en partenariat avec des agriculteurs pour à la fois sur le même terrain faire exploiter l'énergie du soleil qui vient et puis en dessous profiter de l'herbe parce que en fait les panneaux solaires, pour les installer, on plante des pieux dans le sol et puis on va fixer les panneaux sur des rails qui sont fixés à ces pieux et finalement le sol reste à l'état naturel, c'est de la terre et c'est totalement réversible. Donc on prévoit l'installation pour 25-30 ans, mais au bout de 30 ans les panneaux sont recyclés, on retire les pieux et le sol reste il retrouve utilisable son état naturel. Il retrouve son état initial. Donc effectivement, l'intérêt en ce moment, c'est par exemple, on va voir un éleveur ovin
On lui permet d'occuper son espace avec des panneaux. Pour ça, on va pouvoir le rémunérer, donc c'est intéressant pour un agriculteur. Ouais, c'est un complément de salaire intéressant. Une diversification finalement de ses revenus. Et donc, et on se rend compte, là on fait beaucoup, c'est encore quelque chose d'assez nouveau, ça a quelques années, mais on fait beaucoup d'études avec des instituts de recherche. Et par exemple, en période de sécheresse, avoir des panneaux qui font de l'ombre sur l'herbe, ça permet d'avoir de l'herbe verte plus longtemps sous les panneaux et donc une meilleure ressource pour les animaux. Ouais, donc au-delà de l'électricité qui est créée grâce à ça, c'est aussi il y a un intérêt environnemental en plus qui peut être pris en compte. Et tu dis c'est un secteur assez récent qui a une quinzaine d'années. C'est aussi un secteur qui recrute énormément, qui est en développement. Et donc c'est aussi bien de s'y intéresser maintenant pour après aller travailler dans ce milieu-là. Ouais, c'est un secteur qui se développe énormément et donc qui a besoin de jeunes motivés pour mener à bout ces projets. On se rend compte dans ce milieu que c'est quand même très jeune, c'est beaucoup de gens avec de fortes convictions qui veulent développer ce genre de projet, donc c'est vachement sympa comme ambiance. Et mon métier est intéressant parce qu'il touche un petit peu à tout. Je fais un petit peu de technique, mais je travaille aussi avec le monde agricole, avec les élus, je fais un peu de juridique, de financier puisqu'on mène un budget. On rencontre beaucoup les administrations qui sont en charge de l'étude des dossiers. Et donc, moi j'ai fait une école d'ingénieur, mais finalement, à mon poste, on va pouvoir aussi bien recruter des juristes que des gens qui ont fait une fac d'éco, que quelqu'un qui a fait une école d'agronomie. Ouais, c'est pour ça, on le disait tout à l'heure, les métiers de l'environnement, c'est vaste et il y a plein d'options pour aller travailler dans ces métiers-là et trouver du sens. Merci beaucoup. Merci. Je te laisse passer le micro à Nathalie. Rebonjour Nathalie. Rebonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Nathalie, tu fais de la couture zéro déchet. Oui. Alors on va revenir là-dessus, mais est-ce que déjà à leur âge, tu savais ce que tu voulais faire? Alors pas du tout. Quand j'étais au collège, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je crois que j'ai voulu faire tous les métiers du monde. Et encore aujourd'hui, je peux affirmer que je ne sais toujours pas ce que je veux faire, en fait. Là, mon métier actuel, je l'adore, mais je sais pas du tout dans les années à venir, en fait, où est-ce que je serai, ce que je vais faire. Je n'en ai aucune idée, en fait. Moi, je suis plutôt du genre à me laisser porter au jour le jour. Donc, par rapport à mes collègues à côté, on n'a pas du tout le même profil. Moi, pour le coup, j'ai fait des études de langue en fait à la base, et Okay. je travaillais dans le tourisme. J'étais sur Paris, en région parisienne, et en fait, suite à beaucoup de changements dans ma vie, j'ai fait une reconversion en fait, et je suis venue à Bordeaux. Et je me suis lancée à mon compte dans la couture, mais c'est un peu le hasard. Donc j'adore en fait écouter mon intuition, suivre mon intuition. Je sais pas du tout où je vais être dans 2 ans. C'est un peu flippant pour certains, mais pour moi en fait c'est l'aventure, c'est mon fonctionnement, je suis comme ça. Et alors, au final, attention parce qu'il y a quand même 70 métiers ici. Si à chaque Ouais, fois je tu pense te que je dis, vais tous les et comme ils sont tester. tous passionnés, t'as un petit, si tu fais ça, tu changes tous les 2 ans, il y a de quoi faire. Non, pas du tout. Je vais pas changer tous les 2 ans. La preuve, là, ça fait 4 ans et demi que je d'accord. suis à mon Parfait, compte. parfait. Donc je bats des records. Et mais sinon, je voulais savoir déjà, est-ce qu'il y en a, parmi vous, qui font de la couture? Est-ce que ça parle à certaines filles ou garçons peut-être, hein, parce qu'on a quand même des garçons. Une petite dizaine de personnes, c'est déjà pas mal. Donc moi, en fait, ce que je fais, je fais de la couture zéro déchet. Je sais pas si vous connaissez le zéro déchet. Ça veut tout rien dire. Donc évidemment, c'est lié à l'environnement. En fait, l'idée, c'est de créer des accessoires textiles qu'on va pouvoir laver et réutiliser à l'infini. L'idée, en fait, c'est d'arrêter d'acheter pour jeter, en fait. Moi, je trouve que c'est une aberration d'acheter des cotons démaquillants en coton qu'on va utiliser une fois et qu'on va mettre à la poubelle, parce que c'est extrêmement polluant à produire. En plus, on va les recycler derrière, et en plus, vous allez gaspiller votre argent. C'est un gouffre financier énorme. Et le textile, juste rapidement, ça reste l'une des industries les plus polluantes au monde. Hein. Le textile, ce qu'on porte, c'est vraiment hyper polluant. On a parfois j'ai vu, il y a pas mal d'entreprises bordelaises et même de la région qui se développent aussi sur le secteur, mais partout en France, qui essayent de produire en local. Et parfois, le parcours d'un jean, il va d'un pays, il repart en Chine, il revient ici et il fait le tour du monde. En fait, c'est parfois assez affolant de voir tout ça. Totalement. Donc en fait, moi j'ai voulu un petit peu participer
au respect un petit peu de l'environnement, avec avec ce job en fait engagé pour moi, qui a enfin du sens en fait. J'ai enfin un boulot qui a du sens pour moi. Alors tu et dis qui enfin plaît aux autres. Tu dis enfin parce qu'avant c'était pas, enfin, en ce que tu as fait avant c'était pas encore le cas. Alors j'aimais bien ce que je faisais, mais j'étais dans le secteur du tourisme en fait avant. En gros, je créais les voyages, donc j'étais à la production. Donc en fait, je créais les packages, donc vol, hôtel, excursion, qui étaient destinés après à être vendus aux clients. Donc, j'ai fait plusieurs boulots que j'ai adorés, mais c'est vrai que j'ai eu plusieurs emplois et je trouvais pas ma place en fait. Donc, j'étais derrière un bureau, derrière un ordinateur. J'arrivais à faire ce qu'on me demandait, mais j'étais une bonne exécutante et j'étais pas épanouie en fait. Et puis du jour au lendemain, j'ai pu changer de vie et j'ai toujours voulu venir à Bordeaux, quitter Paris en tout cas. Donc, je me suis donné cette chance. Mais avant de venir à Bordeaux, je voulais quand même vous parler de quelque chose qui a changé ma vie. C'est qu'en fait, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie 3 mois en voyage toute seule en Asie. Et en fait, c'était un rêve que j'avais et ça m'a vraiment permis d'apprendre à me connaître, d'apprendre mes limites et d'apprendre ce que je voulais pas et de vraiment comprendre qui j'étais et comment je fonctionnais. Et en fait, ce voyage, il a un petit peu sauvé ma vie parce que je suis partie, tout le monde me dit « Waouh, mais comment t'as fait T'es folle, t'es courageuse, t'as pas eu peur ?» Mais pas du tout, en fait, ça m'appelait depuis des années. Donc du coup, voilà, je me suis lancée. Donc ça c'était vraiment le premier pas, en fait, vers la vraie vie pour moi, où je faisais vraiment quelque chose pour moi, en fait, qui résonnait. Et après, quand je suis rentrée, j'étais plus forte que jamais. Je savais pas du tout ce que j'allais faire. Mais je suis allée à Bordeaux. J'ai réussi à trouver un studio, là, que j'avais même pas même pas de job. Et en fait, après, voilà, je me suis fait accompagner par énormément d'organismes ici à Bordeaux. C'est juste génial, en fait. Vous avez plein d'organismes qui peuvent vous aider à vous lancer à votre compte. La Maison de l'Emploi, Pôle Emploi, évidemment. J'ai fait des formations. Et après, j'ai commencé à définir petit à petit mon projet. Au début, je voulais monter une agence de voyage, vu que je venais du secteur du tourisme. Mais en fait, c'était trop ambitieux pour moi. Ça m'a trop effrayée. Et comme ça faisait des années que je commençais un petit peu à coudre, à créer en fait des petites choses, mes proches m'ont beaucoup poussée en fait à me lancer. Et moi je leur disais mais ça va pas, jamais je vais me mettre à mon compte, j'en suis incapable. Et puis mes petites créations, mes petits cotons, personne ne va me les acheter. Et puis ma petite sœur, alors franchement je lui fais une dédicace quand même parce que je l'adore. Si elle nous regarde, on la salue. Ouais, ma petite sœur Mélanie. En fait, elle est déjà à son compte depuis des années, elle est paysagiste. Et elle m'a dit franchement, tu t'immatricules en tant que micro-entrepreneur, ça te coûte rien. T'essayes de vendre tes petites créations, tu verras bien. Et puis si ça prend, tant mieux. Si ça marche pas, t'arrêtes. Et voilà. Et ça fait 4 ans et demi. Voilà. Donc. Et en fait, c'est génial, du coup, l'aventure de l'entrepreneuriat. Exactement. C'est ça qui est chouette là aussi, c'est de se dire, tu faisais quelque chose à côté en fait de ton métier principal, de tes activités, et la couture. Et en fait, c'est cette activité-là qui est devenue ton activité principale. Donc c'est important de dire. On le disait hier aussi sur les tables rondes. Il y avait quelqu'un qui intervenait sur le sport, Jérémy, qui se balade toujours aujourd'hui, qui faisait du rugby. Et en fait, c'était une activité, c'était son sport. Voilà, il faisait ça en semaine et le week-end en compétition. Et au fur et à mesure, il s'est dit, mais attends, mais ça peut devenir mon métier en fait. Bon, les blessures ont fait qu'il s'est arrêté, mais il aurait pu avoir une carrière pro. Il était au tout début, donc c'est important de se dire aussi là, vous, à vos âges, si vous avez des passions, si vous avez déjà des choses qui vous intéressent, on le dit, le sport, la couture, le dessin, les arts, le théâtre, etc. Gardez ça toujours en tête, parce que si c'est vraiment quelque chose que vous aimez, si c'est vraiment une passion, au bout d'un moment dans votre vie, elle va revenir. C'est sûr. Au bout d'un moment, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, je ne sais pas, donc autant commencer le plus tôt possible et aller vers ces métiers-là. Et donc, concrètement, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, couture zéro déchet, depuis 4 ans et demi. Comment, déjà aussi, tu vas aller rechercher justement ces vêtements voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout le processus de création? Alors, du coup, le cœur de mon métier, en fait, moi, j'ai vraiment tenu à ne pas trop acheter de tissu neuf, en fait. Parce que pour moi, c'est un peu une aberration d'acheter du neuf dans un magasin lambda, de le transformer, de le vendre. Enfin, j'ai pas de plaisir à faire ça. Donc en fait, je me suis dit très vite que j'allais récupérer des tissus anciens, que j'allais revaloriser. Donc on appelle ça l'upcycling. Donc je pense que beaucoup de personnes de votre âge connaissent ce terme, pardon. Donc l'upcycling, c'est le surcyclage. En fait, c'est le fait de donner une nouvelle vie à un objet. Donc en fait, moi concrètement, je vais trouver des tissus anciens, pardon. Vous voyez par exemple le linge, par exemple le drap tout fleuri chez mamie que vous détestez. Moi je l'adore en fait. Tout simplement. Moi, j'en raffole. Je suis totalement fan des années 60-70. Donc, tous les tissus fleuris, très kitsch, en fait, je vais les trouver à droite à gauche. Donc, que ce soit chez Emmaüs, en vide-grenier. Parfois, c'est des dons aussi de personnes qui veulent se débarrasser. Sur Vinted, partout.
Donc du coup, je récupère plein de tissus. J'ai une énorme armoire qui monte jusqu'au plafond remplie de tissus. Et en fait, avec tout ça, je crée des accessoires textiles pour tout ce qui est salle de bain, cuisine, les loisirs, les conforts. Donc concrètement, c'est les cotons démaquillants. Donc on se démaquille avec. Après, on les met à laver dans la machine à laver. Il y a des petits sacs à savon, parce que maintenant, on utilise beaucoup de savon solide. Donc je fais des petits sacs à savon. Ça, c'est mes produits phares. Les charlottes de douche, comme mamie. En fait, je mise aussi sur tout ce qui est un peu ringard, parce que je trouve ça super funky. Les gens, ils font « Ah, regarde, la charlotte de douche de mamie et tout », mais en fait, ils adorent parce que c'est hyper pratique pour mettre soit sous la douche ou soit pour les soins capillaires, en fait. Et j'essaye de les réinventer, en fait, avec mes tissus, avec ma façon de coudre, avec mon univers qui est hyper coloré. Vous voyez, j'aime beaucoup la couleur. Après, ça peut être aussi les éponges lavables, les essuie-tout lavables. Pour la salle de bain, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai des petits sacs à savon, ça je vous l'ai dit, les charlottes de douche, les serviettes hygiéniques aussi lavables, même du papier toilette lavable, donc ça c'est quand même un autre niveau, hein. Mais quand on a tout le reste, on peut avoir du papier lavable, oui, ça existe, messieurs, dames. Ça passe en machine, ça ne tâche pas, c'est totalement écologique, c'est des matières naturelles. Et après, donc récemment, cet été, j'ai sorti aussi une mini-gamme de vêtements. Donc j'ai fait des t-shirts avec des tissus anciens, des jupes, des cabines de plage aussi pour se changer tranquillement à la plage, hein, vu qu'on est à Bordeaux quand même, on n'oublie pas un peu l'univers. Effectivement. Voilà. Donc en fait j'essaye tout le temps de me réinventer. Donc du coup je me définis comme une couturière zéro déchet parce que j'évite de créer du déchet. Le moindre petit fil que je vais jeter lors de mes travaux de couture, en fait je garde tout. Et tout sert de rembourrage pour mes éponges, tout est réutilisé en fait, je ne jette rien. Et l'upcycling, parce que je revalorise des tissus anciens, en fait. C'est chouette, bravo. Voilà. Bravo, merci. Parce que... Je suis pas la seule à oui, le faire. c'est ça, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent à leur compte, pour le coup, qui testent, qui osent, et ça peut fonctionner. On est pas mal donc, de créatrices zéro déchet, mais par contre, c'est vrai que moi je me différencie vraiment par mes tissus anciens que je vais revaloriser par rapport à mes concurrentes ou à mes collègues qui achètent plutôt du neuf, du bio et tout ça. Après, j'ai quand même une partie de mes tissus qui sont neufs, mais qui sont labellisés Ecotex. Donc Ecotex, ça c'est une norme peut-être que vous connaissez aussi dans l'environnement. Ça signifie sans produits chimiques nocifs pour l'homme ni pour l'environnement. Super, merci. Avant de leur donner la parole et de passer aux questions, je vais refaire un petit tour juste sur un conseil ou un message que tu aurais envie de leur faire passer. Et après, je vous poserai la même question, messieurs. Moi, le seul conseil que je pourrais vous donner vraiment et qui m'anime tous les jours, c'est de suivre votre intuition. En fait, si vous sentez que quelque chose vous parle, vous donne envie, franchement, il faut essayer. On n'a rien à perdre, en fait, on n'a qu'une vie. La vie, elle passe tellement vite. Donc, franchement, vous essayez, vous n'aurez aucun regret. On prend très peu de risques dans la vie, à part peut-être des fois des risques financiers. Mais à ce moment-là, franchement, faites-vous accompagner. Tout est possible. Parce que moi, je viens de nulle part. J'ai fait des études et je viens du tourisme, mais je n'y connaissais rien à la couture. Il y a 6 ans seulement que je couds, j'ai pas dit ça, mais du coup, j'ai vraiment tout appris moi-même. Je me suis fait accompagner, donc franchement, faut pas avoir peur. Faut vendre la vie à pleines dents. Merci. Louis, un message à faire passer? Ouais, c'est ça. Allez-y, faites des stages, allez rencontrer les entreprises, parce que quand on est au collège, lycée, on se rend pas bien compte de ce que c'est vraiment les métiers qu'on nous propose. Moi, quand je dis chef de projet, je suis chef de projet, ça veut rien dire. Mais en même temps, c'est un métier génial. Donc, il n'y a qu'en allant voir ce que c'est vraiment, ce qu'on fait au quotidien, que vous créerez des vocations comme ça, je pense. Ouais, merci. Guillaume? Moi, ce que je voudrais dire, c'est n'ayez pas peur du regard des autres, parce qu'on vous jugera tout le temps. Donc, prenez des décisions, avancez, même si c'est des conneries que vous faites, mais faites-les, parce que c'est ça qui permet de grandir, hein. C'est par des échecs qu'on avance. Et après, moi, mon dicton favori, c'est action égale résultat, pas d'action, pas de résultat. C'est assez clair. Louise, est-ce que tu veux rajouter un petit mot avant qu'on passe aux questions? Oui, alors, il y a quelque chose qui n'est pas forcément facile quand on est collégienne ou collégien, c'est d'avoir confiance en soi. Donc ça, vous allez le construire par vos expériences. N'hésitez pas à explorer autour de vous. Alors, puisqu'on est dans l'environnement, vous pouvez aller dans des clubs nature, par exemple. Ça peut être une expérience intéressante pour entrer dans tous les métiers qui sont autour de la nature, animateurs nature, etc., qui ne sont pas forcément très porteurs en emploi, mais il faut se dire pourquoi pas moi. Et puis aussi, là, les exemples qu'on a, ils sont vraiment clairs sur cette idée-là. C'est que
il y en a pour tous les niveaux. Et donc, vous, en tant que collégien, là, peut-être qu'en ce moment, vous n'avez pas forcément confiance en vous. On va vous dire, allez faire un CAP plutôt que d'aller en bac général. Eh ben, c'est pas forcément un problème si vous trouvez une motivation personnelle et puis se dire que le parcours, il n'est pas décidé pile juste à la fin de la 3e. Vous pouvez rentrer dans un CAP et puis après faire un autre CAP ou une spécialisation. Il y a des spécialisations de CAP qui sont extrêmement pointues et intéressantes. Vous pouvez faire un bac pro et ensuite vous allez pouvoir faire un BTS par exemple parce que petit à petit, vous allez vous sentir plus fort, plus engagé dans vos études parce que vous allez trouver des choses qui vous font plaisir. On réussit mieux ce qu'on fait avec plaisir. Si vous faites un bac technologique, vous pourrez aller vers un BUT ou une licence pro. Et un bac général, aller vers une licence, un master, un doctorat, une école d'ingénieur, ou même revenir à un CAP. Voilà, vous allez vous construire sur le chemin de la vie. Hein. Tout n'est pas décidé juste au mois de mai, juin de l'année de 3e. Et la même chose l'année de seconde, de première. Voilà, vous pouvez toujours rebondir en cherchant une motivation et en construisant une confiance en vous. Et vous avez des adultes autour de vous qui sont là pour vous. Alors au collège, vous avez les professeurs principaux, le professeur documentaliste ou la prof documentaliste avec toutes ses ressources. Vous avez le psy-EN ou la psy-EN qui est là, vos parents. Et puis entre vous aussi, beaucoup de jeunes se renseignent dans leur réseau personnel parce que c'est rassurant, on se confie, on discute, on s'exprime et on met un peu d'ordre dans ses idées. Voilà. Merci beaucoup. On va passer aux questions et je vous invite aussi, on va voir si on peut vous afficher, il y a 3 sites internet à retenir, celui de l'ONICEP, celui de Cap Métier et celui des ambassadeurs métiers aussi, parce que tu l'as dit, effectivement, vous avez des professeurs, des personnes qui sont là autour de vous. Et il y a un petit flyer magnifique. Et des personnes qui sont là autour de vous pour vous renseigner. Donc allez les voir. Et en plus là, vous avez encore toute une journée avec des professionnels partout, des personnes de vos âges aussi qui sont en train de travailler, parfois avec beaucoup de sueur en fonction de ce qu'ils font. Et allez les voir pour savoir voilà, ce qu'ils aiment faire, comment ils en sont arrivés là. Vous avez bien changé Théo. Ouais. T'as pris la place de Théo parce qu'on l'a vu et vous l'avez vu aussi. Il était en conférence justement pour parler des métiers pour préserver l'environnement. C'est donc ensemble qu'on va poursuivre cette émission, un petit quart d'heure ensemble. Et puis on n'est pas tout seul puisque nous avons Julie Audonnet, chargée de mission à la direction de l'orientation. Comment ça va Julie ? Ça va très bien. Et vous Pauline ? Très bien, merci. Et puis en face, Céline Cavert. Comment ça va Céline ? Alors, sécurité aussi, hein, dans les heures perdues, mais référente régionale de l'organisation sur le territoire de la Creuse. Tout à fait, bonjour, merci, ça va. Alors on parlait justement des métiers là, de l'environnement, mais c'est surtout qu'il y avait des ambassadeurs métiers avec Théo. Et c'est le sujet qu'on va aborder, Stéphane. Oui, alors une première question toute simple, je vais m'adresser à Julie. C'est quoi ambassadeur métier? Alors c'est quoi? À quoi ça sert la totale? Vraiment non, une question, on a dit. On découvre. Alors les ambassadeurs... Vous m'entendez là? Oui. Les ambassadeurs métiers, donc c'est un dispositif qui a été mis en place par la direction de l'orientation à la région Nouvelle-Aquitaine. C'est un dispositif qui met en relation des professionnels avec tout public, des publics qui sont soit en quête d'orientation ou de reconversion. On a aujourd'hui 700 professionnels dans le réseau. Voilà, donc ils sont tous bénévoles, volontaires, hyper impliqués.
Et donc on était très heureux sur les Olympiades des métiers d'avoir des professionnels qui sont venus parler avec passion de leur métier, donc sur des conférences sur l'environnement, comme il y a eu ce matin. Hier, on a eu sur les métiers sport, social et sanitaire. Cet après-midi, on a le droit, voilà. Donc, et demain, nous organisons un très grand speed meeting. C'est une grande première où le grand public va venir pouvoir rencontrer des professionnels. On a à peu près 80 professionnels qui seront là demain. Il y a du monde parce qu'on le voyait, les conférences. Il n'y a même pas assez de place pour que tout le monde puisse s'asseoir finalement, donc ça prouve aussi l'attrait et l'intérêt des jeunes et des visiteurs. Il y a une vraie demande et un vrai attrait pour ce dispositif. Voilà, nous on est une petite équipe, hein. C'est vrai que donc, vous avez donné nos missions, mais avec Céline et moi, on est toutes les deux principalement sur ce projet ambassadeur métier. On n'est pas tout seul puisqu'il y a une équipe avec nous derrière. C'est important d'en parler. Hein. Voilà. On parle beaucoup des bénévoles, des partenaires, de toutes les personnes qui font de cet événement une réussite. Mais à la région, on est 8. Il y a 8 personnes en plus de l'équipe sur le terrain qui travaillent dur, qui travaillent pour mettre en relation les professionnels avec le public. À la fois, ça peut être des demandes individuelles. Donc là, on fait beaucoup de visio. Mais on intervient aussi dans les écoles, dans les établissements, dans les missions locales, etc., à la demande. On va faire un petit cas pratique. Je vais me tourner vers Céline. Céline, concrètement, à côté de moi, j'ai une jeune qui... C'est la première fois qu'il dit que je suis jeune. Oui. C'est enregistré. C'est enregistré et ça sera payé, évidemment. Concrètement, donc j'ai une jeune qui a un désir d'avenir, mais qui ne sait pas forcément les tenants et les aboutissants de métier parce que les parents ne sont pas du tout dans ce métier-là. Comment on peut déclencher les ambassadeurs? Alors, Julie vient de nous parler à la fois du côté individuel et du côté collectif. On va commencer par le côté individuel. Je suis par exemple parent ou elle a l'initiative de dire tiens, j'aimerais bien découvrir un métier. Concrètement, comment ça se passe pour pouvoir vous solliciter à vous les ambassadeurs métiers? C'est très simple. En fait, il suffit d'aller sur la plateforme. Donc, vous tapez ambassadeur métier Nouvelle-Aquitaine. Vous remplissez au niveau de l'onglet échanger avec un ambassadeur un formulaire, nom, prénom, le métier que vous voulez faire ou que vous voulez avoir plus de renseignements. Et ensuite, nous, il y a une personne de l'équipe qui va traiter la demande. Donc, on va appeler après la personne qui en a fait la demande pour essayer d'affiner exactement, savoir qu'est-ce qu'il veut en termes de métier. Et on va rechercher l'ambassadeur qui correspond. Ensuite, on va mettre en place une visioconférence qui va durer en gros 40 minutes de façon à ce que l'ambassadeur présente son métier et après, le demandeur peut poser toutes ses questions. Il n'y a pas de tabou et le climat, hyper important, c'est convivial. D'accord. Et alors, je poursuis, Pauline. Vas-y. Imaginons, donc, toi, tu es élève de ma classe. Moi, je suis un professeur. Et dans ma classe, j'ai plusieurs jeunes qui se posent des questions sur un métier ou une branche professionnelle. Là, je peux également vous solliciter pour peut-être avoir une intervention au niveau de mon établissement. Tout à fait. Alors, vous allez passer par la même plateforme, pour le même onglet, le même formulaire, à part que vous préciserez que c'est du collectif. Vous pouvez demander plusieurs secteurs d'activité et on pourra très bien vous amener plusieurs ambassadeurs. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours une personne de l'équipe qui est présente, d'accord ? De façon à détendre l'atmosphère et faire l'animation. Ça, c'est important à signaler. Exactement. Entre l'établissement et l'ambassadeur. Comment on fait d'ailleurs pour devenir ambassadeur ? Alors, c'est très simple. Il faut aller, pareil, sur la plateforme. Non, mais si, c'est vrai. C'est vrai. Et là, il y a l'onglet devenir ambassadeur. Devenir ambassadeur, vous remplissez un formulaire. Vous marquez le ou les métiers que vous avez fait. Et après, on demande aussi à ce que vous soyez donc passionné, que vous aimiez témoigner, que vous soyez majeur, que vous habitiez la région Nouvelle-Aquitaine. Ça paraît logique, de façon à pouvoir vous inscrire. Et alors finalement, on imagine aussi que ça prend beaucoup de temps à ces ambassadeurs métiers. Comment on peut mesurer ce temps? Parce que c'est un peu comme dans l'associatif aussi. Parfois, on veut participer à une association, mais on se dit j'ai peut-être pas assez le temps de m'investir à la hauteur. Comment on peut rassurer ces personnes qui aimeraient être futurs ambassadeurs? Merci pour cette question. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Non, en fait, ça prend pas beaucoup de temps. Ça prendra le temps qu'on a envie d'y consacrer et qu'on peut y consacrer surtout. Nous, on n'oublie pas que c'est un réseau où ils sont tous bénévoles et volontaires. C'est très important. Donc, on fait très attention à ça. Donc, en fait, on appelle les ambassadeurs et on leur demande, voilà, est-ce que vous êtes disponible tel jour à telle heure? Ils nous disent non, c'est pas grave. Voilà. On vous recontactera une prochaine fois, il n'y a pas de souci. S'ils nous disent oui, tant mieux. Après, il faut savoir qu'on répond
aux demandes. Donc on n'a pas des demandes dans tous les métiers. Voilà. Mais ça vient petit à petit. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on est à peu près à... Aujourd'hui, on a dépassé les 700 professionnels. Et on a beaucoup de chance parce que, nous, on mesure avec Céline et l'équipe la chance qu'on a d'avoir des professionnels qui sont très dynamiques et très impliqués. Voilà. Donc, quand on lance des propositions, il y a pas mal de réponses et donc c'est chouette. Julie, Oui. on a 70 métiers représentés dans ce grand hall. Oui. On a des ambassadeurs métiers sur les univers et sur les métiers. On peut les rencontrer. Tu sais, Pauline, tu sais que je me promène moi, dans les allées du salon, normalement, quand Théo est là. Et j'en vois beaucoup de ces ambassadeurs métiers. Et on voit, alors généralement, ils sont placés sous les arches d'entrée des domaines parce que... Non, c'est pas ça. En fait, ce ne sont pas c'est pas forcément des ambassadeurs métiers. C'est pas forcément, non, mais il y en a. Là, je pense que c'est les informateurs métiers dont vous parlez. Par rapport au circuit. Oui, mais nous, les ambassadeurs métiers, parce qu'en fait, on a organisé des conférences au sein des Olympiades sur des métiers qui ne sont pas forcément représentés aux Olympiades pour aussi apporter une plus-value. Voilà. Comme les métiers, là, par exemple, sur l'évolution l'environnement ou hier, quand on a fait sport, santé, sociale, il n'y avait pas forcément tous ces métiers. C'est pour ça qu'on l'a proposé en plus. Après, avec les ambassadeurs, on a encore plein de choses aussi à proposer ou à inventer pour les éditions suivantes. Voilà. Et est-ce que vous avez justement, là vous parliez de plus de 700 métiers qui sont 700 professionnels, 700 ambassadeurs, voilà. Quels sont les secteurs finalement qui sont le plus représentés ou peut-être le plus demandés au niveau des renseignements par les élèves? Alors demander, c'est assez aléatoire, mais en termes de secteur d'activité, on va avoir beaucoup tout ce qui est administration et RH, très clairement, qui ressort là un petit peu plus. On va avoir tout ce qui est communication, art et spectacle, qui sont plus dominants. Mais au niveau des demandes, par exemple individuelles, on a vraiment un peu de tout. C'est ce qui est génial finalement. Exactement. Donc on a eu par exemple une demande pour astrophysicien, pour dabiste, donc c'est celui qui répare les distributeurs de billets. On a vraiment des demandes très très larges. Et c'est ça le but du dispositif, parce que même vous, quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous saviez en troisième, est-ce que vous faites le métier que vous aviez prévu de faire? Nous, on a fait là où il y avait de la place. Oui, un petit là où on nous a... moi, j'ai commencé à travailler pour un repas chaud. On a évolué. On a évolué. Non, mais c'est vrai, on a évolué. Et puis, en fait, là, on parle des élèves, mais c'est vrai qu'on parlait aussi beaucoup des parents qui accompagnent justement ces futurs professionnels, parce que ça aide aussi les Olympiades à les rassurer sur les métiers de l'artisanat. Et finalement, aussi, quand on est adulte, on peut se reconvertir. On le voit d'ailleurs ces dernières années, il y a eu beaucoup de reconversions. Donc, c'est important de pouvoir échanger aussi et de pouvoir avoir des informations sur d'autres métiers, d'autres horizons. Tout à fait. En fait, le domaine de l'orientation, quand on est parent, c'est quelque chose de très stressant. Ça peut se passer très bien, comme ça peut être conflictuel avec les enfants. L'avantage, quand il y a un échange avec un ambassadeur, les parents peuvent y assister. Ça permet aussi de voir qu'il y a eu des évolutions dans des métiers et de se rassurer soi-même tout en rassurant l'enfant ou l'étudiant que le métier qu'il a choisi, c'est vraiment celui qui lui correspond. Julie, tu voulais rajouter? Oui, moi je voulais juste rajouter aussi par rapport aux interventions que l'on fait dans les écoles, etc. On a vraiment différents formats. Ça peut être soit sous forme de forum, de speed meeting, de démonstration métier, voilà, tout ça. Et ça, on le travaille aussi avec la personne qui nous contacte pour mettre en place l'animation. Voilà, on est vraiment ouvert à tout type de format. Voilà, donc c'est ça qui est chouette, c'est qu'on le travaille ensemble. L'avantage aussi d'avoir des ambassadeurs métiers, tu l'évoquais justement Céline, c'est l'évolution. On en a beaucoup parlé hier, on va certainement en reparler encore aujourd'hui. Il y a un côté un peu vieillissant de certains métiers autour de l'artisanat qui finalement n'est pas justifié aujourd'hui parce qu'il y a énormément d'évolution. Et le fait d'échanger aussi avec quelqu'un, ça permet peut-être de se rendre compte de l'actualité. Oui. Par exemple, ça va être même sur le métier, même en industrie. Chaudronnier aujourd'hui, exactement l'exemple qu'on a eu ils ont hier. des images, et alors que ils sont à la pointe de la technologie, ils vont vous montrer. Donc c'est important d'avoir le témoignage du professionnel. Mais des exemples, on en aurait plein à vous donner. On a eu une collègue qui a fait une intervention sur le métier de l'horlogerie. Ça a révélé même sur certains jeunes qui se sont dit oh là là, mais c'est génial, c'est ça que je veux faire. Enfin, voilà, on a vraiment des retours. Et hier avec Céline aussi, pour vous dire, on a fini la conférence et il y a une petite jeune qui est venue nous voir en disant c'est vous qui avez organisé ça là?
On lui dit bah oui. Il dit non mais merci parce que là moi je savais pas trop, c'était un peu flou dans ma tête et j'ai tout compris, vraiment merci. Ça nous a touché, même si on a touché une personne, bah voilà, nous on sait pourquoi on se lève le matin et vraiment c'est ça qui est chouette. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce souhait de cette quête de sens? Pareil, on en parle aussi beaucoup depuis hier. Cette quête de sens, de vouloir faire un métier aussi avec, avec nos mains, de voir nos créations directement et puis peut-être de contribuer un peu plus à la société qu'à travers les métiers conventionnels comme on l'entend? Tout à fait. D'une part, il y a eu l'effet Covid. On le sent pour les reconversions. Effectivement, des personnes qui se tournent vers les métiers manuels. On a eu pas mal de demandes. Ou même de façon générale, cette responsabilité sociétale et environnementale qui fait qu'on a eu pas mal de demandes dans ce type de métier-là, très clairement. Est-ce qu'on a des demandes qui varient suivant les territoires dans lesquels on est? Est-ce que par exemple, je veux dire le citadin, le jeune citadin ou la jeune citadine bordelais, est-ce qu'il va avoir les mêmes demandes que la personne qui habite en Creuse? Est-ce que vous voyez régionalement ou par territoire certaines différences? Alors, ça va être compliqué de vous dire ça comme ça parce qu'il faudrait vraiment que j'ai les indicateurs sous les yeux, mais disons qu'on va dire que en général, si on prend, je ne vais pas prendre le public en reconversion parce qu'eux, ils ont quand même un stade de projet plus avancé, ils peuvent voir plus loin. Une expérience autre. Exactement. Par contre, sur des publics plus scolaires, on va toujours avoir tendance à aller vers ce qu'on connaît. Donc forcément vers les métiers qu'on a au niveau de son département, très clairement. Et le but justement, c'est d'essayer d'aller au-delà et de se dire, on peut voir loin. Le tout, c'est de savoir vers quoi on va et comment on y va. Faut pas oublier que nous, sur le dispositif ambassadeur métier, l'objectif, c'est vraiment la découverte des métiers. On est là sur une première information métier. Et ce qu'on demande aux professionnels, c'est du témoignage. Témoignage de leur vécu, de leur expérience. On leur demande pas de tout savoir sur les formations. Voilà, c'est vraiment du témoignage. Et c'est ça qui fonctionne aussi, c'est qu'en fait, on sort de juste la fiche métier. Et là, on peut poser nos questions en live, en direct. Et toute question. C'est-à-dire que ça peut être sur les conditions de travail. Parce qu'aujourd'hui, on sait aussi que les jeunes, il y en a... Enfin, comment dire, le CDI n'a plus trop la cote. Ils veulent aussi plus de liberté. Ils veulent savoir, c'est combiner vie perso, vie pro. Et ça, c'est important aussi dans leur choix. Donc, c'est plus marquant aussi de discuter avec une personne plutôt que d'avoir une énième plaquette où il y a des informations qui sont rassemblées. Et puis c'est marquant d'avoir aussi de savoir tout à l'heure, même Guillaume Caravaca qui était sur le plateau sur les métiers de l'environnement a dit voilà, moi j'étais le cancre près du radiateur, voilà, et aujourd'hui j'en suis là, et de montrer son parcours et de donner envie, voilà. Jusqu'à ce qu'il trouve sa voie. Tu évoquais les situations territoriales. On en parlait aussi hier, par exemple. On était avec des chaudronniers. On évoquait aussi ce souhait, ces barrières qu'on se met en fonction du sexe. Quand on est une femme, par exemple, on va peut-être beaucoup moins aller vers des métiers du BTP. Et quand on est un homme, peut-être aller beaucoup moins vers les métiers du soin. Le fait d'avoir des ambassadeurs, métier aussi de discuter avec des gens directement et d'avoir un partage d'expérience, ça peut aussi peut-être rassurer et ouvrir encore plus le champ des possibles selon ses capacités. Plutôt ces pensées limitantes, on va dire. Tout à fait, donc clairement, effectivement, on peut avoir encore des préjugés sur certains métiers par rapport au fait qu'on soit garçon ou fille. Mais au niveau des ambassadeurs, on a tout type d'ambassadeurs, donc qui fait qu'on peut arriver à démystifier un peu tout ça. Voilà, très clairement. Et également, le rôle de l'ambassadeur, c'est aussi de casser certains mythes sur certains métiers. On parlait au niveau du sexe. Mais c'est aussi sur les métiers par rapport au travail. Alors, moi, je vais parler d'un métier que je connais bien. L'animation, on a toujours l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à préparer. Et voilà, en fait, les gens ne voient que... Vous avez beaucoup de talent quand même, Stéphane. Non, c'est pas du talent, c'est pas mal de c'est boulot. du travail. Non, c'est vrai, il y a beaucoup de métiers à déconstruire. Le résultat, on le voit, puisqu'on va voir, par exemple, une intervention. Nous, on est là pour un quart d'heure. Et on va dire, tiens, super, sur l'heure qui vient de passer, ils ont passé 3 quarts d'heure à boire des cafés ou, comme Pauline, manger des chocolatines. Mais... Enfin, on travaille, quoi. Et moi, j'aime bien ce côté-là, c'est-à-dire qu'entre le rêve et la réalité, voilà, on ne peut pas survendre et vendre n'importe quoi. Ce serait facile de vendre tous les métiers en ne donnant que les bons côtés. Et aussi, pour un jeune, de se faire une mauvaise idée du métier parce qu'il n'a peut-être pas le bon œil. Et ça, c'est pas mal. C'est ce qu'on dit aux ambassadeurs, c'est... parler de votre métier, de votre expérience, montrer à la fois les côtés positifs, mais c'est important de parler aussi du côté négatif.
Et c'est revenu d'ailleurs, même pendant les conférences, il y a eu ces questions-là. C'est quoi les inconvénients? Quels sont les inconvénients? Quelles sont les contraintes? Voilà. Voilà. Alors, on va terminer ce tour de table avec les ambassadeurs métiers. Pour résumer, la page internet où on peut aller à la fois demander un rendez-vous avec un ambassadeur. Ambassadeurmétier.fr. Voilà, c'est la même page où si on est un professionnel et qu'on a envie de donner du temps et de partager et de mettre des jeunes sur le terrain. L'adresse c'est Ambassadeur métier au pluriel, tout au pluriel, ambassadeurmétier.fr. Voilà, on est d'accord. Céline, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Céline, merci Julie. Merci Julie. Merci. On reste ensemble, bien évidemment, puisqu'on va continuer d'être en live toute la journée. Et puis toi, Stéphane, tu vas repartir un petit peu. Exactement. Parce que là, on va découvrir 2 nouveaux pôles. On parlait de BTP, justement. Ouais, en BTP, on va aussi aller voir l'élevage. Les métiers de l'agriculture. Il y a du monde dans les allées, là. Ça, exactement. Comme on dit, ça Ça brasse. bouillonne. Ouais, ça bouillonne. Et on va aller à la rencontre des visiteurs aussi pour leur faire encore mieux profiter de cette Olympiade des métiers 2022 avec la région Nouvelle-Aquitaine. Exactement. À tout de suite d'ici une petite quinzaine de minutes.